Dans un interminable hang-out, comme seuls les complotistes savent en faire, le professeur Waldeck a pris la parole. Juste faire une conclusion. Écoutez, l'expérience, c'est la meilleure façon, fait par soi-même, l'expérience, c'est la meilleure façon d'aborder le sujet et de tirer ses propres conclusions. Hein. C'est pas, pour moi, ce n'est pas une religion, la Terre plate, ce n'est pas un truc. Tout simplement, j'observe un effet et puis je tire mes conclusions. Le problème, c'est que faire des expériences et des calculs, ce n'est pas la tasse de thé des complotistes de la Terre plate. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut être pointilleux sur le calcul. J'avoue que j'ai pas fait le calcul. Non, vraiment pas leur tasse de thé. J'ai pas pris le temps de regarder les mesures, mais on pourrait le faire, tu as raison. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. A priori, le calcul est juste, puisque la télévision elle-même dit que l'image est impossible. Mais au fait, de quelle expérience et de quel calcul parlait donc cette docte assemblée de savants platistes? Des tours de Chicago, visibles depuis la rive opposée du lac Michigan. Ah, la skyline de Chicago, c'est le Graal des platistes. Et en même temps, c'est leur échec le plus cuisant. Tout a commencé le 29 avril 2015 lorsque le photographe Joshua Nowicki a publié une étonnante et superbe photo de la skyline de Chicago prise depuis le parc de Grand-Mère. Oui, Grand-Mère, c'est du français. La photo avait été prise la veille, depuis le sommet d'une dune de ce parc naturel, au bord du lac Michigan, à 9h30 du soir, au crépuscule. Sur l'image, on reconnaît les silhouettes des 4 plus hautes tours de Chicago, Willis, Ahern, Trump et John Hancock, qui sont situées à 90 km environ du photographe. Mais on voit aussi émerger de la surface du lac environ 25 autres tours moins élevées. Sur les chaînes de télévision américaines, on s'est étonné de cette photo car elle ne semblait pas possible. En effet, en tenant compte de la courbure de la Terre et de la position du photographe à 90 km des tours et à 55 mètres d'altitude au-dessus de la surface du lac, 55 mètres c'est la hauteur des plus hautes dunes, 379 mètres des tours de Chicago auraient dû être cachés. Seule la tour Willis, dont le toit culmine à 442 mètres et l'antenne à 527 mètres, aurait dû dépasser. Les 3 autres tours les plus hautes, Trump, Ahern et John Hancock, qui culminent entre 356 et 342 mètres, auraient dû être invisibles. Et que dire des 25 autres tours dont les sommets émergent aussi? Pour expliquer ce qui cause cette vision étonnante de la skyline de Chicago, les télévisions et leurs experts, parfois des physiciens, ont fait appel à la notion de mirage, ce qui est en grande partie erroné. Quant aux platistes, qui était alors en train de renaître sur YouTube dans le sillage du complotiste néo-nazi Éric Dubé, ils ont fait des choux gras de cette photo qui démontrait rien moins que l'imposture du globe. Il se trouve qu'au mois de mai 2018, je devais passer 2 journées à Chicago avant de m'envoler pour Montréal. Vue depuis le planétarium Adler, la ville est une forêt de tours dont une centaine dépasse les 150 mètres de hauteur. Au crépuscule, le panorama est magnifique. Mais la présence à 96 km par le train de la petite ville de Michigan City, avec ses fameuses 10e et 11e rues au milieu desquelles circulent les trains de banlieue, m'a mise en appétit. Et cet appétit a redoublé lorsque j'ai découvert que depuis la plage de Michigan City, on voyait émerger aussi, à 63 km en ligne droite, le haut des tours de Chicago. J'ai donc décidé de faire d'une pierre deux coups, filmer les trains de la South Shore Line et me rendre dans un des hauts lieux de la Terre plate américaine. Et je ne l'ai pas regretté, car au coucher de soleil et au crépuscule, le spectacle a été splendide, avec le sommet des tours de Chicago émergeant au-dessus de la surface du lac Michigan, avec en premier plan un vieux phare en bois et en arrière-plan la Lune et Vénus. Et moi aussi, j'ai eu droit au merveilleux spectacle de la skyline impossible. En effet, en tenant compte de la courbure de la Terre, je n'aurais dû voir que 6 tours émerger au-dessus du lac. Or j'en ai vu 18, dont la plus basse, la tour Grand Thornton, mesure un peu plus de 230 mètres de hauteur. Le génial professeur Waldeck et ses élèves studieux parlent d'expérience, de mesures, de calculs à propos de la skyline de Chicago. Mais aucun d'eux n'y a jamais mis les pieds avec l'envie de vérifier ce qu'il en est réellement, et ils ne s'aventurent pas plus à faire le moindre calcul sur ces photos. Je vous propose donc de prendre une règle et de procéder à des mesures et des calculs tout simples. Et pour cela, les gratte-ciels de Chicago nous simplifient la tâche. La plus haute tour à gauche est la tour Willis, dont le toit culmine à 442 mètres au-dessus des rues de Chicago. Les rues sont elles-mêmes situées 5 à 6 mètres au-dessus du niveau du lac, et la ville est presque plate. On peut donc négliger ces quelques mètres de différence. Les tours Ahern, Trump et John Hancock culminent, elles, entre 356 et 342 mètres. Il y a donc entre la tour Willis d'une part
et les tours Ahon, Trump et John Hancock, 100 mètres de différence que l'on repère facilement sur les photos. Une simple règle de 3 permet de reporter les 442 mètres de la tour Willis et de constater qu'il manque une partie de la skyline, le pied des tours les plus hautes et la plus grande partie des 100 tours dépassant les 150 mètres de hauteur. Si je reprends les mêmes repères sur la photo de Joshua Nowicki, je constate la même chose. Il manque le bas des tours et la plupart des 100 tours de plus de 150 mètres. Ici, les platistes décrètent que l'explication réside dans une vague notion d'effet loupe de l'atmosphère ou encore dans la perspective. L'effet loupe a été popularisé par Rob Skiba, un platiste américain bien connu, à l'aide de dispositifs expérimentaux volontairement trompeurs. En filmant les lentilles de Fresnel devant des fonds uniformes, les platistes américains nous cachent qu'au-delà d'une certaine distance, les objets s'inversent, comme je l'ai montré dans 2 vidéos. Quant à la perspective, il est clair que les platistes n'ont jamais ouvert le moindre cours de dessin. On ne peut donc que leur suggérer cet excellent petit cours de perspective datant de 1885 et destiné aux élèves des classes primaires. Dès la première page, on y apprend en langage simple que la perspective est une opération de projection d'un objet en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions. En mathématiques, une perspective avec un seul point de fuite est une projection conique dans l'espace affine. Il existe même des représentations perspectives avec 2 points de fuite, mais inutile d'en parler, les platistes ne savent même pas que cela existe. En fait, en parlant de perspective, concept qu'ils ne comprennent pas, les platistes veulent nous faire croire autre chose. D'après eux, depuis Robotham dans les années 1850, le premier platiste moderne, un objet qui s'éloigne disparaît de notre vue par le bas, en fonction de la distance, et non pas en raison de la courbure de la Terre. Mais sur ce point, les photos de la skyline de Chicago prises par Joshua Nowicki nous montrent qu'il se trompe. Voici 2 de ces photos. La première, la plus célèbre, a été prise depuis le sommet d'une dune du parc Grand-Mère, à 90 km de Chicago. Quant à la seconde, remarquablement nette et claire, elle a été prise en mars 2019 depuis une autre dune, mais cette fois-ci du parc Warren, situé plus près de Chicago de 7 km. Les dunes du parc Warren sont aussi hautes que celles du parc Grand-Mère. D'après les platistes, plus la distance augmente et plus le bas des tours doit disparaître. Or, ces 2 photos montrent le contraire. Sur la photo prise à la distance la plus grande, on voit plus de tours. C'est donc qu'il y a un phénomène supplémentaire qui entre en ligne de compte. C'est ce que l'on appelle la réfraction atmosphérique. Le phénomène est connu depuis l'Antiquité. Les premières formulations mathématiques datent du Moyen-Âge et proviennent d'astronomes arabes. Mais c'est à Thomas Harriot, en Angleterre, puis à Snell et à Descartes aux Pays-Bas, qu'il revient le mérite d'en avoir donné la première formulation mathématique précise. D'un point de vue physique, on constate que lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre, sa trajectoire est modifiée. C'est ce que montre cette petite expérience avec un pointeur laser et un verre rempli d'un liquide bleuté afin de rendre visible le rayon lumineux. L'interface entre les 2 milieux, ici l'air et le liquide, se nomme le dioptre. Lorsque le rayon lumineux est dirigé perpendiculairement au dioptre, son trajet est inchangé. En revanche, lorsque j'incline le rayon lumineux, on constate petit à petit que le trajet de la lumière se brise en passant au niveau du dioptre. Et si, enfin, je place le rayon sous la surface du liquide, il est réfléchi sur la surface inférieure du dioptre et repart vers le bas. Le trajet du rayon lumineux de part et d'autre du dioptre dépend en gros de la densité des 2 milieux transparents traversés. En fait, c'est bien plus compliqué que cela, mais je vais en rester à ce niveau d'explication. Et il dépend aussi de l'angle que fait le rayon émis par rapport à la perpendiculaire du dioptre. Ce trajet est résumé d'une façon mathématique simple par la loi de Snell-Descartes. Si on est attentif, on remarque 3 points. Lorsque le rayon lumineux passe d'un milieu moins dense à un milieu plus dense, il est dévié vers le milieu le plus dense. Oui, je sais, ce n'est pas très rigoureux comme langage, mais vous allez voir que cette observation peut malgré tout servir à comprendre ce qu'il se passe pour la skyline de Chicago. On remarque aussi que lorsque j'ai dirigé le rayon laser vers le haut, le trajet de la lumière s'est incurvé à 2 reprises, à chaque passage d'un nouveau dioptre. Et si on est encore plus attentif, on remarque que si je place la caméra en bas et que j'introduis un obstacle dans le verre, une paroi ou pourquoi pas un globe terrestre, je devrais voir le pointeur laser en regardant vers le haut. Vous ne me croyez pas ? Eh bien voilà l'observation.
C'est bien une preuve observationnelle qu'il est possible de voir un objet masqué par un obstacle grâce au phénomène de réfraction de la lumière. Bon, d'accord, très bien. Mais pour observer Chicago depuis 90, 83 ou 63 km, les rayons lumineux ne passent pas de l'air à l'eau. Ils voyagent entre la skyline et le photographe dans les airs, uniquement dans les airs. Et sur une Terre sphérique, avec une atmosphère homogène, la courbure de la Terre ne devrait pas permettre de voir plus que les 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tours les plus hautes de Chicago. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'atmosphère. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur les molécules composant l'air qui nous entoure crée une variation de la pression atmosphérique. L'air est plus dense au niveau du sol et cette densité décroît avec l'altitude. Il y a donc aussi une variation de l'indice de réfraction en fonction de l'altitude. On peut représenter cela en imaginant que l'atmosphère est composée de couches d'air avec des densités différentes. Les plus denses sont au niveau du sol et la densité diminue avec l'altitude. Chaque limite entre ces deux couches d'atmosphère est donc un dioptre, pour lequel s'applique la loi de Snell-Descartes. Le dioptre dévie les rayons lumineux et permet de voir au loin des objets ou des parties d'objets qui devraient être cachés par la courbure de la Terre. Ici, la déviation se fait par brusque rupture du rayon lumineux dont la trajectoire est rectiligne. Bien sûr, dans la réalité, ces couches n'existent pas. La variation de la densité de l'air ne se fait pas par couches séparées et étanches. Elle est continue, graduelle, sans frontières sensibles. Qu'à cela ne tienne, les physiciens savent décrire de tels phénomènes grâce au calcul intégral. On fait tendre l'épaisseur de chaque couche vers zéro et la trajectoire brisée du rayon lumineux devient une élégante courbe. Ok, très bien, mais tout cela c'est de la théorie. Et ce que veut le professeur Waldeck et ses élèves platistes, ce sont des expériences. À peine revenu de Michigan City à Chicago, j'ai pris le premier avion en partance pour Montréal, puis le premier bus pour Québec, et je me suis enfoncé dans les couloirs tortueux et sombres d'une université pour installer une expérience dans un laboratoire de sciences en compagnie de 3 chercheurs en biologie. Sur le coin d'une table, nous avons installé un bidon qui représente la surface courbe de la Terre. Derrière cette Terre, une gourde qui sert de point de repère, et de l'autre côté, un appareil photo qui filme la scène. Sur cette terre cylindrique, nous avons versé de l'azote liquide afin de refroidir fortement l'air au niveau de la surface. Nous avons alors vu le sommet de la gourde, ou le joint d'étanchéité, se rehausser par rapport à l'horizon déterminé par la surface. Pour quelle raison ? Eh bien, l'azote liquide qui est à moins 195 degrés Celsius a fortement refroidi le métal et une mince couche d'air à la surface de celui-ci. En se refroidissant, la densité de l'air a augmenté, ainsi que son indice de réfraction. Le trajet de la lumière s'est alors incurvé, permettant de voir ce qui était masqué par la courbure du bidon. Ouais, je concède que le phénomène était à peine visible. À l'œil nu, nous n'avons d'ailleurs pas réussi à le voir. J'ai donc décidé, une fois revenu chez moi, de reprendre cette expérience avec des moyens plus accessibles. Un fer à repasser. Sur une table, j'ai installé mon pointeur laser dirigé vers le dessin de la silhouette d'une montagne à 6 mètres de là. Puis j'ai approché du rayon lumineux la semelle chaude du fer à repasser de 2 directions différentes, depuis le haut vers le bas et depuis la droite vers la gauche. Située à côté de la silhouette de la montagne, la caméra de l'iPad a enregistré le déplacement du rayon laser. Vers le bas lorsque le fer arrivait du haut, vers la gauche lorsque le fer venait de la droite. Que s'est-il passé ? Eh bien, la semelle du fer à repasser a chauffé fortement l'air situé juste en dessous d'elle. Et, en raison de l'inertie thermique de l'air, moins fortement à mesure que l'on s'en éloigne. La semelle du fer à repasser a créé une variation de la température, un gradient de température. Or, l'air chaud est moins dense que l'air froid. Il y a donc eu création d'une variation de la densité de l'air. Et qui dit gradient de densité dit aussi variation de l'indice de réfraction de l'air à proximité de la semelle du fer à repasser. Le rayon laser s'est donc incurvé vers le bas, puis vers la gauche. À 6 mètres, le point lumineux s'est déplacé d'environ 1 cm, ce qui représente un angle de 0,095 degrés. C'est peu, mais à 60 km, cela représente une déviation du point lumineux de 10 mètres. Si ce rayon avait été tangent à la surface de la Terre, avec cette modification de la température et donc de la densité de l'air, j'aurais observé un peu plus le bas de la montagne habituellement caché par l'horizon. Avez-vous remarqué que dans ces 3 expériences, le rayon lumineux s'est incurvé en direction du milieu le plus dense ? Il en va de même pour la skyline de Chicago, vue depuis Michigan City ou depuis les parcs Grand-Mère ou Warren. Un rayon lumineux parti des tours de Chicago s'incurve en direction des couches les plus denses de l'atmosphère,
autrement dit celles qui sont à la surface du lac. Et plus il fait froid, plus le phénomène est accentué. Mais il reste maintenant un dernier petit point à comprendre. Si on regarde de près ma photo de la skyline, on se rend compte qu'il y a une inversion de l'image des tours dans la partie basse. C'est encore un effet de la réfraction atmosphérique qui s'explique très bien. Au moment où je prenais mes photos, vers 20h, la bouée numéro 45 170 de la NOAA, située quasiment dans l'axe Michigan City-Chicago, à 6 km de ma position, a enregistré, comme tous les quarts d'heure, la température de l'air, 2 mètres au-dessus du lac, et celle de l'eau, 1 mètre sous la surface. Au moment où je déclenchais, l'air était à 7,9 degrés Celsius et l'eau à 12,6 degrés Celsius. L'air juste au-dessus de la surface de l'eau était donc à peu près à la même température. Cela signifie qu'il y avait une différence de température d'environ 5 degrés sur les 2 premiers mètres de la couche d'air. L'air à la surface du lac Michigan était donc moins dense que l'air au-dessus. Et comme pour le faire à repasser, ce gradient de température a incurvé les rayons lumineux vers la région de l'air la plus dense. Cela a créé un mirage inversé qui n'a affecté que la partie basse de la skyline. Si cette différence de température disparaît, le mirage inversé disparaît aussi. Comme sur ces deux photos prises au télescope sur l'étang de Berre, le jour où j'ai observé les avions disparaître derrière la surface courbée de l'eau. En milieu d'après-midi, lorsque les températures de la surface de l'eau et de l'air sont assez proches, je n'ai observé aucun mirage inversé. Quelques heures plus tard, lorsque le soleil était bas sur l'horizon et que la température de l'air commençait à baisser, le mirage inversé a fait son apparition. Voilà, c'est aussi simple que cela. Juste quelques mesures, 2 ou 3 expériences toutes simples et quelques principes d'optique et de physique bien compris. Avec cela, les merveilles de la nature se dévoilent facilement. On se demande alors pourquoi aucun platiste n'a la curiosité d'aller voir cela à Chicago. Les billets d'avion ne sont pas très chers, les hôtels non plus, pourvu qu'on s'organise à l'avance. Et on se demande encore pourquoi ils ne font aucun de ces calculs ni aucune de ces expériences. Eh bien, la réponse est à la fois stupéfiante et désolante. Il y a des débunkers professionnels qui ont fait des vidéos pour dire que les calculs sont faux et que en refaisant les calculs, il est normal de voir les tours de Chicago et qu'avec le calcul, on peut démontrer que le bas des tours sont cachés et que grâce au calcul, on voit bien le haut des tours, ce qui correspond parfaitement au calcul qu'ils proposent. Donc tu vois, il y a eu des tas de débunkers qui sont venus avec des théories farfelues, qui sont venus contredire la version de la télévision. C'est là où ça n'a plus aucun sens. C'est là où moi j'ai commencé à devenir platiste. Quand j'ai entendu les théories platistes, ça m'a choqué. Je commençais à devenir platiste et j'ai cru devenir fou. Mais quand j'ai vu la manipulation des débunkers, c'est eux qui m'ont convaincu. Oui, vous avez bien entendu. La télévision dit que la photo de la skyline de Chicago est impossible. Des débunkers expliquent que la télévision s'est trompée sur un point de physique. Alors, dans l'esprit des platistes, ces débunkers sont des farfelus qui complotent pour cacher la vérité. Admirons cette étrange logique, surtout lorsqu'elle vient de personnes qui passent leur temps à prétendre que, par ailleurs, sur tous les autres sujets, les télévisions mentent. Bon, grosso modo, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, on voit bien encore le jeu de certaines personnes qui se positionnent en tant que débunkers. Et ces personnes-là sont, à mon avis, forcément des professionnels. Et c'est ça que j'aimerais arriver à démontrer aussi. Parce que si on arrive à démontrer qu'il y a des débunkers professionnels, ça commence à donner corps au fait que les platistes ont raison. Les platistes ne cherchent pas à comprendre le monde, mais à confondre ceux dont ils pensent qu'ils font des vidéos pour leur interdire d'accéder au monde. On comprend alors pourquoi ils passent leur journée sur YouTube et pour quelles raisons l'observation est le cadet de leurs soucis. Mais au fait, qui sont ces mystérieux professionnels payés pour les induire en erreur? Et donc, Olivier Joseph et Fred Havès sont passés tout à l'heure. Et Bah, rien que ça. Donc, pour moi, de toute façon, j'essaie de démontrer que Fred Havès est un menteur. C'est mon but. Donc là, j'ai débunké, entre guillemets, une de ses vidéos en lui mettant tous les liens qui prouvaient qu'il mentait. Et je vais continuer. Je vais pas le lâcher. parfait. Ils sont mignons tout plein, les complotistes de la Terre plate. Personne ne m'a jamais payé pour faire le crochet par Michigan City, ni pour monter ces petites expériences. Mais croyez-moi, la récompense était immense.
Avant mon séjour, j'avais dessiné les tours telles que je devais les voir en tenant compte d'un indice de réfraction atmosphérique moyen. Je vous laisse imaginer la jubilation qui a été la mienne en constatant que c'était exactement ce que j'avais sous les yeux. Cette jubilation face à la nature, jamais aucun platiste qui s'abrutit la cervelle en passant ses soirées à participer à des hangouts interminables ne la connaîtra. Et cela, croyez-moi, c'est... Empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci, professeur Waldeck.